Petit 3 de second 2 consacré aux équations différentielles linéaires à coefficients constants. Donc ce sont en fait les a et les b qui étaient des fonctions dans le grand 2 en général qui vont être simplement des scalaires constants. La fonction c de t, elle aura le droit d'être une vraie fonction, c'est-à-dire qui dépend de t. Premièrement, je vais traiter l'équation homogène et on va retrouver et réinterpréter les résultats énoncés en première année. A savoir que si a et b sont des scalaires, on cherche y qui va de r dans k, deux fois dérivable sur r tout entier, tel que pour tout t, y second de t plus a y' de t plus b de t, y de t égale 0. Donc ça c'est l'équation homogène que j'appelle EH. En première année, vous avez vu qu'on définissait ce qu'on appelait l'équation caractéristique de cette équation différentielle et que selon les solutions de cette équation caractéristique, on avait diverses formes pour les solutions. Et bien on va voir que cette équation caractéristique va pouvoir s'interpréter grâce au polynôme caractéristique d'une matrice et que ces formes particulières de solution viennent de la réduction de cette matrice. Donc cette équation EH s'écrit matriciellement sous la forme y', y seconde égale cette matrice 0, 1, moins b, moins a qui est elle à coefficient constant fois y de t, y' de t. C'est-à-dire sous la forme pour tout t dans R, x' de t égale grand A x de t où grand A c'est la matrice 0, 1, moins b, moins a. On se ramène donc au grand 1 et donc on va chercher la réduction de la matrice grand A. Je regarde son polynôme caractéristique qui a de x. Alors là encore le x qui est ici c'est le x de l'indéterminé des polynômes, c'est pas le même x qu'ici. C'est le polynôme x carré plus ax plus b. Donc l'équation qui a de r égale 0 pour la recherche de racine du polynôme caractéristique, c'est-à-dire la recherche de valeur propre de a, c'est l'équation r carré plus ar plus b, qui était ce que vous appeliez l'équation caractéristique de l'équation différentielle. Et là on a plusieurs cas. Si le discriminant est non nul, si delta est non nul, le discriminant ici vaut a carré moins 4b. A possède deux valeurs propres distinctes dans C, pas forcément dans R si le discriminant est strictement négatif, mais deux valeurs propres distinctes dans C, R1 et R2, et la matrice grand A est diagonalisable dans M2 de C. Et donc on résout dans M2 de C, on a vu au grand 1 que je prends une base de vecteurs propres de la matrice grand A, et que x de t peut s'écrire une constante fois exponentielle R1 de t fois V1, où R1 est une des valeurs propres, une des solutions de l'équation caractéristique et V1, un vecteur propre de grand A associé à R1, plus une autre constante exponentielle de R2 de t fois V2, où R2 c'est l'autre solution de l'équation caractéristique et V2, un vecteur propre associé à la valeur propre R2. Là j'ai ça pour x de t qui était le vecteur y de t, y' de t. En regardant simplement la première ligne, je vois que y de t est de la forme une constante. Cette constante ce serait lambda fois ce qui est sur la première ligne de V1 plus fois exponentielle de R1 fois t, plus une autre constante, cette autre constante serait mu fois ce qui est sur la première ligne de V2, exponentielle de R2 de t. Alors si k égale c, c'est terminé. L'ensemble des solutions de l'équation homogène, c'est le vecteur de ces deux fonctions, puisque on sait déjà que c'est un k espace vectoriel de dimension 2. Là j'ai trouvé qu'elles étaient toujours de cette forme-là, donc je vois que c'est le vecteur de la fonction qui a t donne exponentielle de R1t, et t donne exponentielle de R de t. Ça marche aussi si k égale R, A, B sont des réels et que le discriminant est strictement positif. Donc si on travaille dans R et qu'on a un discriminant strictement positif, là encore, l'ensemble des solutions, c'est l'espace vectoriel engendré par les fonctions t donne exponentielle de R1 fois t et t donne exponentielle de R2 fois t, où R1 et R2 sont réels. Si k égale R avec A et B, donc des réels, mais un discriminant strictement négatif. Donc ce qu'on a fait ici s'applique, à savoir qu'on a les solutions x de t à valeur complexe, et on va avoir deux racines réelles conjuguées. R2, c'est R1 bar, avec R1 qui n'est pas réel. Donc si j'écris R1 sous la forme gamma plus I oméga, avec gamma oméga des réels, on va voir apparaître des sinus et cosinus à cause de la partie imaginaire de ce R1, puisqu'on sait, d'après ce qu'on a vu là, que Y de t est de la forme alpha fois exponentielle gamma plus I oméga t plus bêta exponentielle de gamma moins I oméga t. Mais on a la condition que le Y est à valeur réelle. Si je résous dans R, je sais par le théorème de Cauchy-Linéaire qu'il existe une unique solution réelle qui vaut selon une certaine condition initiale. Donc je peux trouver, à partir de ces solutions complexes, des solutions réelles. Je cherche à quelle condition est-ce que Y de t vaut Y bar de t. Y égale Y bar. Si on conjugue cette quantité-là, une fois qu'on a factorisé ceci réel, là j'ai alpha, bêta qui sont réels, et exponentielle I oméga t et exponentielle moins I oméga t qui sont complexes. Quand je conjugue, je vois que Y égale Y bar si et seulement si bêta égale alpha bar. Et donc finalement, y de t, ce sera exponentielle de gamma t fois alpha exponentielle i oméga t plus alpha bar exponentielle moins i oméga t. J'ai donc un nombre complexe plus son conjugué. Donc y de t, c'est exponentielle de gamma fois t fois 2 fois la partie réelle de alpha exponentielle i oméga t. Eh bien,
un nombre de cette forme-là, alpha est un nombre complexe, quand on développe, on voit que là, en prenant la partie réelle, on tombe sur une constante fois cosinus oméga t plus une autre constante fois sinus oméga t. Donc on tombe sur le fait que toutes les solutions de l'équation homogène sont de cette forme-là. Or, on sait exactement que l'ensemble des solutions de l'équation homogène est un sous-espace vectoriel de R, est un sous-espace vectoriel réel de dimension 2. Et donc, j'obtiens directement que l'ensemble des solutions de l'équation homogène, c'est le vecteur R des fonctions qui t donne exponentielle gamma t cosinus oméga t et exponentielle gamma t sinus oméga t, où le oméga et le gamma sont respectivement la partie réelle et la partie imaginaire de l'une des solutions de l'équation caractéristique. Alors, vous allez me dire, là je prends une des solutions et si je prends l'autre, si je prends l'autre, en fait j'ai un moins, j'ai gamma, l'autre c'est son conjugué, c'est gamma moins i oméga, je change les constantes, mais j'obtiens toujours la même forme de solution. Deuxième cas maintenant, donc là j'ai traité le cas où le discriminant était non nul. Cas où le discriminant est nul. Si le discriminant est nul, le polynôme caractéristique de la matrice A possède une racine double, R0. Alors, si on travaille dans C, une racine complexe double, si on travaille dans R, une racine réelle double. Est-ce que A peut être diagonalisable avec une racine double, donc avec une seule valeur propre? Réponse non, car sinon, elle serait semblable à une matrice diagonale avec que des R0, donc à R0I2, mais la seule matrice qui est semblable à R0I2, qui s'écrit donc P fois R0I2 fois P-1, c'est R0I2 elle-même. Or la matrice A, je la remontre, ce n'est clairement pas à cause du 1 qui est ici, une matrice diagonale. Donc la matrice A, elle n'est pas diagonalisable. En revanche, elle est trigonalisable. Toujours dans M2 de C et dans M2 de R dans le cas K égale R, puisque j'ai une racine, donc le polynôme caractéristique sera scindé dans K de toute façon. Donc A s'écrira Pt P-1, donc il existera P dans GL2 de K. Je vais mettre K partout parce que ça marche aussi dans R. Parce que si le discriminant est nul et que la polynôme on travaille dans R, la racine double est dans R. Donc il existe P dans GL2 de K, T une matrice triangulaire avec sur la diagonale évidemment des R0, et mu un coefficient non nul parce qu'elle est triangulaire et qu'elle n'est pas diagonale. Tel que pour tout T, x' de T égale AX de T. Ce qu'on fait ensuite ici, c'est comme dans le grand A, on multiplie par P-1, ce qui nous donne W' de T égale TW de T, où W c'est la matrice colonne P-1x de T, c'est-à-dire W1 de T, W2 de T. Je résous, la deuxième équation se résout bien, W2' qui vaut R0, W2 se résout sous la forme une constante fois exponentielle R0t. Je réinjecte dans 1, ce qui me donne une équation linéaire du premier ordre avec un second membre. Je multiplie par le facteur intégrant qui me fait disparaître cette exponentielle ici. J'interprète ceci comme la dérivée de exponentielle moins R0t fois W1 de t. J'obtiens ceci. Quand je primitive, j'obtiens qu'il existe une constante k telle que pour tout t, exponentielle de moins R0t, W1 de t vaut c mu t plus k, et je remultiplie par exponentielle R0t, ce qui me donne W1 de t qui vaut k exponentielle R0t plus c mu t exponentielle R0t. Maintenant j'ai W1, j'ai W2, je repasse en langage grand X en multipliant par P. Sur la première ligne, donc je vais avoir une combinaison linéaire de W1 de t et de W2 de t. Donc j'ai donc une combinaison linéaire de cette fonction-là, et puis W de t qui est une constante fois exponentielle R0 de t. Donc y de t sera de la forme k1 exponentielle R0t plus k2 t exponentielle R0t. Donc là, je sais que y de t est de cette forme-là, sauf que cet ensemble de fonctions décrit un espace de dimension 2. Comme on sait que l'espace de solution est un R espace vectoriel de dimension 2, eh bien je l'ai exactement, j'ai la description, et donc l'ensemble des solutions, c'est le vecteur k de la fonction qui a t donne exponentielle de R0t, et t donne t exponentielle de R0t.